Donc, si vous ouvrez votre logiciel robot sur vos ordinateurs, vous allez avoir cette fenêtre-là. Vous voyez ici qu'il y a donc toutes sortes de projets récents que vous avez déjà ouverts, travaillé avec. Et puis là, si vous cliquez sur New, vous allez avoir une fenêtre dans laquelle il y a plusieurs modules. En fait, déjà, une petite parenthèse concernant la version. Si vous avez une version qui est 2020, 2021, 2019, donc ce sont des années qui sont très très proches l'une de l'autre, c'est pas grave. Il y a pas grand-chose qui change entre une version et une autre. Donc c'est pas grave, vous pouvez utiliser n'importe quelle version. Et là, vous voyez ici que c'est indiqué que c'est Autodesk Robot Structure Analysis Professional de 2020, 2020. Et donc, voyez bien que Robot est associé à Autodesk, qui est en fait le géant de logiciels. Et vous savez aussi que AutoCAD, Revit et Robot appartiennent tous à Autodesk, ce qui est vraiment très très avantageux parce que vous pouvez quand même sauter d'un logiciel à un autre avec un simple clic. Par exemple, si vous avez envie de prendre un modèle AutoCAD et le remettre sur Robot, c'est très très simple. Si vous avez envie de prendre un modèle Revit et le remettre sur robot, c'est juste un seul clic. Donc, c'est vraiment très, très pratique. Ils appartiennent tous au même géant de logiciels. Alors qu'avec eTabs, il y a eTabs, il y a Safe, il y a d'autres encore modules. Donc, ces modules-là appartiennent plutôt au CSI. CSI, c'est aussi un géant de logiciels. Et la différence entre robot et eTabs, c'est que eTabs, il traite particulièrement des bâtiments classiques. Alors qu'avec Robot, vous pouvez faire ce que vous voulez. Il y a vraiment toutes sortes de modules qui sont devant vous, qu'on peut utiliser pour faire ce qu'on a envie de faire. Des structures avec des plaques, des éléments inclinés, des structures volumineuses, des murs inclinés. Donc, tout ce qu'on a envie de faire, on peut le faire avec Robot. C'est un logiciel qui est très, très performant. eTabs, c'est plutôt un logiciel qui traite particulièrement les bâtiments. Évidemment, on peut faire des ponts avec CSI et puis on peut faire d'autres choses avec Safe. Mais vous voyez comment les choses sont plus divisées avec CSI, alors qu'avec Robot, il y a tout qui est rassemblé dans un seul logiciel qui peut tout traiter. Donc n'importe quelle structure. Voilà, donc si j'explique en premier les modules qui sont offerts par Robot. Donc si vous mettez le curseur ici, vous voyez que c'est indiqué Building Design. Donc ça, c'est les modules qui ressemblent le plus au module donc de ETAPS. C'est un bâtiment classique dans lequel on peut modéliser des poutres, des barres et puis des éléments plaques pour les dalles. Donc, n'oubliez pas qu'en élément fini, en fait, on n'a pas vraiment des poteaux, des barres et des dalles, par exemple. Ce qu'on a en réalité, ce sont des éléments finis comme les barres et les plaques. Ça veut dire que si je vous montre ici, je vais enlever cette fenêtre. Une barre, elle est définie par deux nœuds. Donc, je peux dessiner ici un nœud et puis après, la barre, elle va être reliée entre le nœud 1 et le nœud 2. Donc, moi, je dois venir dire à Robot que voilà, le nœud 1 a les coordonnées X, Y, Z. Et puis, le nœud 2 a les coordonnées aussi, donc X1, Y1 et Z1. Et puis moi, je prends la barre et je la relie entre le nœud 1 et le nœud 2. Donc, ce qui est pratique avec le module Building Design, c'est que Robot, il est en train de nous faciliter la vie, de nous dire que c'est un module qui est classique. Ça veut dire qu'il reconnaît qu'un élément vertical, ça veut dire que c'est un poteau, et un élément horizontal, ça veut dire que c'est une poutre. Et donc, au lieu de venir faire introduire trois coordonnées pour le nœud 1 et trois coordonnées pour le nœud 2, ce qu'on peut faire, on pourra uniquement introduire x, y, z uniquement et une hauteur pour savoir, pour que Robot sache lui-même, par lui-même, tout seul, dessiner notre poteau. Lorsque je lui indique que voilà, je veux que ça soit un poteau, il va le savoir directement et je n'ai qu'à introduire les coordonnées d'un seul nœud plus la hauteur et lui, il fera le reste. Donc voilà comment Robot simplifie les choses. Il divise tout le travail selon plusieurs modules qu'on pourra utiliser. D'accord? Donc si je reviens un peu à notre fenêtre ici, il faudra recliquer sur New. Donc ça, c'était le premier module, c'est un module classique. Et puis après, vous avez ici, si je mets le curseur, donc Frame 3D Design. Donc, vous voyez que c'est un module qui a uniquement des barres qui sont dessinées. Ça veut dire qu'avec ce module-là, on n'a pas le droit de modéliser des dalles, ou bien des plaques. C'est uniquement des barres qu'on peut modéliser, pas d'éléments surfaciques.
Ça veut dire, principalement, ce sont des structures métalliques comme des hangars. Vous savez bien qu'en structure métallique, on n'a pas d'éléments surfaciques. Vous allez me dire, oui, mais il y a quand même les panneaux sandwich et les bardages. Mais rappelez-vous, ce ne sont pas des éléments porteurs. Donc, les éléments porteurs, ce sont des barres, les poteaux, les traverses, les pannes, etc. Donc, vous voyez comment ici, il simplifie encore les choses parce que dans ce module-là, il n'y aura pas l'option de dessiner des plaques. On aura uniquement l'option de dessiner des barres. Donc, des barres, ça peut être des poutres, des poteaux, ce qu'on a envie d'avoir, mais ce sont uniquement des barres. Ça veut dire des éléments délimités par deux nœuds. Juste à côté, vous avez un troisième module qui est en fait le papa de tous les modules. C'est en fait le shell design. Donc, vous savez qu'en élément fini, on a plusieurs éléments qu'on pourra utiliser pour modéliser nos structures. On a les éléments barres, ça veut dire les éléments qui sont unidimensionnels, comme on vient de le dire ici, donc unidimensionnels. Ça peut être des poteaux et des poutres. Et puis après, vous avez aussi donc, tout ce qui est des éléments surfaciques. On a trois genres d'éléments surfaciques. On peut avoir soit une plaque, plate en anglais, soit membrane, donc en anglais, donc un élément membranaire, ou soit un élément shell, ou bien ça veut dire un élément plaque. Donc la différence entre ces trois éléments, c'est quoi? C'est que avec la plaque, ça veut dire tout ce qui est plate, c'est une plaque où il y a la flexion qui est permise seulement. Ça veut dire, si ça c'est ma plaque, que je dessine comme ça, normalement, on a droit à venir donc charger notre plaque avec des chargements qui sont perpendiculaires à son plan. Donc, le plan, c'est le carré en vert. Nous, on a le droit à le charger perpendiculairement à son plan en vert. Ça veut dire que je vais avoir des moments autour de l'axe X, autour de l'axe Y. Ce sont des moments de flexion qui vont se développer dans la plaque. Alors que dans le cas membranaire, ce qui se passe, c'est que si je redessine ici une plaque, cette fois-ci, je vais la dessiner donc debout, si vous voulez, ça. Un élément membranaire, c'est un élément qui est chargé dans son plan. Donc, rappelez-vous, le plan, c'est en fait, si je viens dessiner un peu, donc voilà, je vais quand même agrandir la chose. Ça, c'est le plan de mon élément que je dessine ici. Donc, c'est le même plan qui est confondu avec la surface en vert. Donc, je viens charger mon élément plan dans son plan. D'accord? Et normalement, ce genre d'éléments, ce sont les murs, particulièrement les murs des cages escaliers, les murs des cages ascenseurs. Et puis, on peut venir, ce sont des éléments qui vont être soumis à la compression ou bien à la traction. Donc, C pour compression, T pour traction. D'accord? Donc, voilà, plaque uniquement perpendiculairement à son plan, chargement. Membrane, c'est un cas où vous avez le chargement qui est dans le plan de votre élément. Et puis, shell, c'est un élément dans lequel vous pouvez charger, donc mettre le chargement perpendiculairement au plan et dans le plan, les deux. Par exemple, si je vous montre le cas d'un mur sous-sol d'un bâtiment, donc par exemple, ça c'est le mur, ça c'est la fondation. Vous avez, disons ici, un étage, deux étages, et puis là, de ce côté-là, vous avez la terre, d'accord? Donc du sable, de l'argile, peu importe. Et donc, lorsqu'on vient dire que ce mur-là, il est soumis à la poussée des terres, donc je vais avoir une poussée des terres qui ressemble à ça, ça veut dire que c'est une plaque qui va être en fait chargée perpendiculairement à son plan. Donc, c'est ce cas qui est là. Et puis ensuite, n'oubliez pas qu'il y a aussi le chargement qui provient des étages. Donc, les étages, il y a une surface d'influence ici, et puis on va remettre le tout au niveau du mur, comme ça. Et donc, je vais avoir aussi une charge qui est dans le plan de mon élément. Et donc, je reviens à ce cas qui est là. Et donc, un élément shell, c'est un élément qui combine l'effet ou bien la structure d'une plaque et la structure d'un élément membranaire. C'est en fait les deux les deux types de chargement qu'on pourra appliquer sur notre élément. D'accord? Donc, si je reviens un peu à mon module, l'élément shell design va nous permettre de modéliser tout ce qui est shell. Donc, c'est vraiment
n'importe quelle structure, que ce soit des silos, des ponts, des bâtiments, tout ce qu'on a envie de faire. Sauf que c'est bien quand même, si je sais que je veux modéliser un bâtiment, ce serait bien d'aller choisir le module bâtiment parce que pas besoin de faire travailler un module qui est tellement compliqué pour une structure qui est relativement simple. Donc, je choisis le module qui est associé à ma structure. Pareil, pour tout ce qui est 3D en élément barre, pas besoin, je peux le faire ici. On peut le faire, on peut tout faire ici, c'est le module papa. Sauf que je sais bien que j'ai pas besoin d'éléments plaques. Donc, pourquoi venir faire travailler un module où j'ai une interface qui est relativement compliquée, au lieu de venir choisir un module où j'ai une interface qui est relativement simple, qui va m'aider à mieux ou bien à être plus efficace, à dimensionner ou bien à modéliser mon élément d'une manière qui est plus rapide. Donc, vous voyez un peu la différence entre les modules. Voilà. Donc, le quatrième module, si vous regardez ici, je mets le curseur comme ça, c'est en fait le 3D Truss Design. Donc, c'est un élément treillis en 3D. Donc, c'est quoi la différence entre ce module-là et ce module-là? Les deux sont en 3D. Ça, on est d'accord. Les deux sont en 3D. Sauf que, et les deux aussi n'ont pas d'élément surfacique. Sauf que ici, c'est un élément treillis. Donc, rappelez-vous qu'un élément treillis, donc dans un élément treillis, vous avez des barres qui sont rotulées aux extrémités. Donc, principalement, je n'ai pas le droit de venir mettre des chargements, bien des charges sur la barre. Pourquoi? Parce que si je mets une charge sur la barre comme ça, elle va être soumise à la flexion. Alors que vous savez bien que dans un élément treillis, on n'a pas de flexion, les barres sont sollicitées uniquement en termes de force axiale, ça veut dire traction ou compression. Ça peut être comme ça, de la compression, ou bien aussi ça peut être de la traction. Et donc, on ne peut pas venir mettre dans ce module-là des forces au niveau des barres. De plus, rappelez-vous que nous, lorsqu'on dessine des barres, automatiquement, les barres vont se connecter entre elles d'une manière qui est continue, ça veut dire d'une manière qui est encastrée. Alors que dans ce module-là, vu que je sais que c'est un module qui traite les treillis, ça veut dire que par défaut, Robot va venir directement par lui-même libérer le moment au niveau des nœuds pour avoir des rotules. Parce que rappelez-vous qu'en général, si je repasse un petit peu aux généralités, un nœud, il a combien de degrés de liberté? Il a 6 degrés de liberté. Vous avez en fait le déplacement U selon X par exemple, ou bien V selon Y et W selon Z. En fait, ce sont les déplacements selon les trois axes X, Y et Z. D'accord? Donc, on peut dessiner le repère comme on veut. Et puis, vous avez encore trois autres déplacements qui sont en fait le θ X, θ Y et θ Z. Et donc, en général, on a le droit à ces 6 degrés de liberté dans l'espace pour un seul nœud. Ça, c'est mon nœud. Et donc, dans le module Cross 3D, ce qui se passe, c'est que vu que la flexion est empêchée, ces trois déplacements, ces trois rotations sont empêchées parce que j'ai pas de flexion. Ce qui est permis uniquement, ce sont les déplacements, donc U, V et W, dans le cas d'un treillis spatial. Et donc, là aussi, vu que j'ai uniquement trois déplacements qui sont permis, donc j'aurai un module qui est relativement simple, j'aurai pas à me soucier du fait de venir empêcher les rotations, j'aurai pas à venir mettre moi-même des rotules, ça va se faire tout seul, j'aurai pas à venir me soucier de ne pas permettre un chargement sur ma barre, ça c'est automatiquement interdit. Donc voilà comment les choses deviennent vraiment très très simplifiées et très pratiques pour l'utilisateur parce qu'il sait que voilà, si moi j'ai un treillis 3D, je peux venir le modéliser ici et je vais savoir que mes barres vont être rotulées, que je ne vais pas avoir besoin de mettre ou bien de faire des erreurs concernant des chargements qui sont sur mes barres, que je vais directement, donc les barres vont être sollicitées uniquement en traction ou bien en compression, et que je pourrais mettre des chargements uniquement au niveau des nœuds. Donc voilà, vous voyez un peu la différence, comment les choses sont vraiment simplifiées d'un module à un autre. Et n'oubliez pas que ce module-là, c'est un module qui est papa, qui traite toutes sortes de structures, n'importe quelle structure. On n'a aucun souci, mais rappelez-vous que c'est un module qui est le plus compliqué. Et donc, si vous savez quel type de structure modéliser, qu'est-ce que vous avez en termes de structure, vous avez intérêt à choisir le module qui est le plus simple. Gardez ça en tête toujours, toujours. Si on regarde maintenant le quatrième module, donc le cinquième module plutôt, qui est là,
Si on met le curseur sur l'écran, vous allez voir que c'est indiqué Plate Design. Ça veut dire que c'est un module qui traite les éléments plaques en 2D. Ça veut dire c'est dans le plan X et Y. Le plan qui est horizontal, disons que ça c'est la direction X, ça c'est la direction Y, donc on ne traite que des éléments dalles en 2D. Et puis on n'a pas de poteau, parce que si je viens introduire un poteau, je vais avoir une structure 3D. Et donc, vous allez me dire, oui, mais comment on peut mettre les appuis de cette dalle qu'on a envie de modéliser si on peut pas mettre des poteaux? Alors, dans ce module-là, vous n'avez pas le droit de mettre des poteaux, mais vous avez le droit de mettre des nœuds. Donc, vous associez vos poteaux à des nœuds en termes d'appui et que, voilà, vous allez avoir une structure uniquement en 2D et puis ça peut être une structure en bois, en verre, en métallique, donc en acier plutôt, donc ce que vous voulez. En termes de degré de liberté, vu que c'est une dalle, et donc que c'est uniquement un élément 2D, évidemment, si je reviens ici pour mieux visualiser la chose, si vous dessinez ici une plaque comme ça en 2D, et puis nous on avait dit que cette plaque-là, elle est normalement dessinée dans un plan 2D seulement. Donc si je dessine ici le Z en hauteur, et puis là je dessine le X comme ça, et puis le Y comme ça. Le X, donc la dalle, ou bien la plaque est dessinée en 2D dans le plan XY. Donc c'est dans le plan XY. D'accord? Et donc le degré de liberté, vu que c'est un élément 2D, on va avoir un déplacement qui est permis selon Z, parce qu'on peut venir charger perpendiculairement notre plaque, donc c'est l'élément plaque, donc on a droit uniquement à charger perpendiculairement notre plaque. Et puis vu qu'on est en train de la charger perpendiculairement comme ça, on va avoir un déplacement permis selon Z, et puis une rotation autour de X et une rotation autour de Y, parce que vous allez avoir des moments qui vont se développer autour des axes X et Y. Et par conséquent, vous allez avoir une rotation autour de X et une rotation autour de Y. Et la raison d'ailleurs derrière ça, c'est que juste imaginez une feuille que vous prenez entre les mains et que vous mettez quelque chose juste au milieu. Donc elle va quand même fléchir et puis vous allez avoir une déformation. Et par conséquent, si je considère le nœud qui est là, il va quand même se déplacer, il va quand même pouvoir tourner autour de X et autour de Y. Rappelez-vous qu'en élément fini, on n'a pas des éléments dessinés avec leur épaisseur. Ce qu'on a, ce sont des plans. Ça veut dire que pour les poteaux, par exemple, on ne dessine pas un poteau en 3D. On dessine, donc ça c'est mon poteau, on dessine un élément qui est quand même donc un élément barre qui passe par le centre de gravité. Donc ça, ce sera mon premier nœud. Et puis en bas, si je dessine un peu, je continue un peu. Donc ici en 3D, ça sera le premier nœud et puis en bas sera le deuxième nœud. Et je viens dessiner une barre et je viens donner une section à cette barre, c'est tout. Mais le calcul élément fini se fait en rapport avec cette barre-là et non pas en rapport avec l'élément 3D. Pareil, dans un élément plan, donc l'élément dalle ici, on vient modéliser, si vous voulez, un plan comme ça. Donc c'est comme si on est en train de modéliser une feuille, si vous voulez. Et puis on applique sur cette feuille-là, qui a une épaisseur, mais sauf que moi, l'élément fini, il considère les calculs sur un plan et non pas sur un élément qui a une épaisseur donc en 3D, il applique les charges sur le plan moyen de la dalle. D'accord? Donc voilà. Si je reviens au module, donc pour revenir au module, je clique sur New. Donc ça c'est, on avait dit le Plate Design. Et puis là, vous voyez bien que c'est indiqué Frame 2D Design. Ça veut dire que c'est un portique en 2D. Donc c'est un élément portique en 2D. On peut venir dessiner ce qu'on a envie d'avoir, une poutre, un portique, un cadre, des étages, comme on veut. Mais c'est en 2D seulement. 2D vertical, ça veut dire que je suis dans le plan, si je ferme ça, je suis dans le plan XZ, dans ce plan-là, XZ. Donc, je dessine tout ce que j'ai envie de faire dans le plan XZ. C'est un portique et non pas un élément, donc une structure treillis. Donc, je peux faire ce que je veux. Vous avez le chargement, il est uniquement dans le plan XZ. Vous n'avez pas le droit de mettre un chargement qui est perpendiculaire à l'écran. Donc, c'est uniquement dans le plan XZ. Et par conséquent, les degrés de liberté sont quoi? Vous avez droit donc à un X, déplacement selon X, un déplacement selon Z, et aussi à un moment autour de Y. Ça veut dire, si j'ai un moment, ça veut dire que j'ai une rotation qui est permise. Et donc, je vais avoir un déplacement ou bien un UZ qui est permis, un UX qui est permis, et puis aussi un θY qui est permis. Vous avez 3 degrés de liberté dans le cas
d'un élément portique dessiné en 2D, ça veut dire dans le cas d'un élément frame 2D. Voilà. Si je reviens ici, donc encore une fois, cliquez sur New. Là, c'est donc le cas d'un grillage, donc dimensionnement d'un grillage, ça veut dire c'est le cas de poutres croisées, si vous voulez. Un plancher moule aussi. Donc, c'est quoi un plancher moule? C'est un plancher où on a des poutres croisées et puis entre ces poutres croisées, donc là, il y a normalement le vide. On met des moules qui donnent un petit peu une forme de cercle évidé si on regarde d'en bas. Donc voilà, on peut venir utiliser ce module-là pour modéliser des nervures de ce genre-là. Ici, vous avez le Truss 2D Design. Ça veut dire que c'est un élément en treillis 2D. Et donc là, on avait un élément en treillis 3D. Là, j'ai un élément en treillis 2D. Donc, j'ai pas le droit ici d'avoir des plaques, pas des plaques, des barres, évidemment, j'ai pas de plaques ici. J'ai pas le droit d'avoir des barres qui sont perpendiculaires à l'écran. Ça va être tout le temps des barres dans le plan, donc dans le plan de l'écran si vous voulez, et puis vous allez avoir toujours un calcul 2D. Voilà. Si on continue, vous avez ici donc le module Volumetric Structure Design, ça veut dire c'est donc des structures volumiques. Normalement, encore une fois, donc si je répète, les éléments finis sont des éléments modélisés par des barres ou bien des plans, donc des plaques si vous voulez. Donc il y a toujours des barres unidimensionnelles ou bien des plans comme le plan d'une feuille. On n'a pas normalement une épaisseur associée au plan et que particulièrement robot nous permet de venir modéliser une structure qui est massive. Ça veut dire que les hauteurs et les épaisseurs sont comparables. Donc, nous, lorsqu'on vient de modéliser une dalle, on a en fait les dimensions dans cette direction qui sont beaucoup plus grandes que l'épaisseur, ce qui fait qu'on considère que c'est une dalle. Alors que si j'ai les trois dimensions qui sont comparables, je peux venir dire que voilà, c'est une structure qui est volumique, un massif, comme par exemple les semelles. Les semelles, l'épaisseur d'une semelle d'un bâtiment, elle a une dimension qui est quand même pas très petite par rapport aux autres dimensions. Ou bien aussi le chapeau d'un pieu dans une fondation, donc ou bien en anglais le pile cap, il a les dimensions qui sont comparables. Donc j'ai le droit de venir dimensionner ça avec ce module qui est là. Voilà. Pour ce module qui est là, donc c'est indiqué que ce sont des plane stress structure design, et donc ce sont des contraintes planes. Ça veut dire que on avait le droit que de la compression et la traction, donc ce qu'on est essentiellement dans le plan aussi, ou ce qu'on a déjà expliqué en fait dans le cas des plaques, quel type de plaque on a en général, et que voilà, dans ce cas-là, c'est l'opposé du cas qui est là. Dans ce cas-là, on avait des chargements qui sont perpendiculaires au plan, alors que là, je n'ai le droit qu'à des chargements qui sont en rose ici, si vous voulez. Donc, des chargements dans le plan, des contraintes membranaires seulement. Donc, quels seront les degrés de liberté? Donc, si je regarde ici, encore une fois, dans les contraintes planes, on n'a pas le droit d'avoir des chargements perpendiculaires au plan. On a le droit uniquement d'avoir des chargements qui sont dans le plan. Et par conséquent, j'ai le droit de dessiner des plaques dans le plan XZ. Donc, dans le plan de l'écran, si vous voulez. Et encore une fois, on va avoir soit des contraintes compression, soit des contraintes de traction. En termes de degré de liberté, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir uniquement X et Z. Donc, déplacement selon X, déplacement selon Z. Donc, pas de moment en dehors du plan, parce que ce sont des contraintes membranaires. Et donc voilà, si vous avez envie de modéliser un refend, vous venez dans ce module-là et vous modélisez un refend. Vous savez, un refend ou bien un voile dans un bâtiment, il peut reprendre donc des forces verticales et aussi des forces horizontales. Et donc vous allez me dire, oui, mais ça veut dire qu'il y a un moment ici qui est appliqué. Oui, c'est vrai, mais regardez comment il est appliqué. Il va être appliqué autour de l'axe fort de votre élément. Donc voilà, si je dessine un peu l'épaisseur de mon mur, ça c'est l'axe fort. Et puis, si je prends une autre couleur, le rouge par exemple, ça c'est l'axe faible. Donc, je n'ai pas le droit de venir mettre des chargements qui sont perpendiculaires, de sorte à avoir des moments autour de l'axe en rouge. J'ai uniquement le droit de mettre des chargements dans le plan, de sorte à avoir soit de la compression, soit de la traction. Et si je vais avoir un moment, ça va se faire un moment autour de l'axe envers, autour de l'axe de forte inertie. D'ailleurs, vous savez bien que les refends travaillent toujours, que ce soit les voiles ou les refends, on les fait travailler toujours avec des moments donc dans le sens de leur forte inertie. Sinon, c'est plus un refend. On peut pas venir faire travailler un refend ou bien une plaque dans le sens de faible inertie. Voilà.
Donc, voilà pour ce module-là. Donc, si je reviens pour continuer un peu l'explication. Donc, ça, c'est un module Plane Deformation Structure Design. Ça, on va revenir après. Et puis, ce module aussi. Donc, ce sont des modules un petit peu particuliers. Et puis, ce que je tiens à vous dire maintenant, c'est que tous ces modules-là, donc ces 12 modules qui sont là, ce sont des modules de design. Non, plutôt, je me suis trompée. Pas de design, d'analyse. Parce que vous avez en principe les modules d'analyse et les modules de design. Analyse, ça veut dire tout ce qui se rapporte au calcul résistance des matériaux. Ça veut dire la recherche des moments, des effets tranchants, des moments de torsion, etc., qui n'ont rien à voir avec les codes. Donc, que ce soit si j'applique le code chinois, le code américain, le code européen, le code British, tous ces codes-là, si je viens les appliquer ici, ça va me donner le même résultat parce que c'est un calcul RDM, il n'y a rien qui va changer. Alors que si on regarde les 4 modules en bas, donc là, ce sont des modules code dependent. Ça veut dire que si j'ai besoin de travailler ou bien de dimensionner un élément qui est en béton armé, je viens dans ce module-là. Si j'ai besoin de dimensionner un élément métallique, je viens dans ce module-là. Là, ce sont donc le traitement des sections particulières. Et puis là, ce sont donc un module pour des structures paramétrées. On en va en reparler tout à l'heure. Mais juste pour vous dire que vous avez les 4 là, qui sont dissociés des 12 qui sont là. Là, c'est plutôt modélisation et analyse. Et les 4 qui sont là sont plutôt des modules design. Donc, un module standardisé où je peux venir appliquer, par exemple, le recode, tout ce que j'ai envie de faire, par exemple, dans ce module-là. Si je clique là-dessus, je vous montre. Donc, ça va s'ouvrir. On peut venir modéliser une poutre, un poteau, des semelles, les semelles filantes, tout ce que j'ai envie d'avoir. Et à la fin, je vais récupérer une note de calcul et puis même un dessin AutoCAD. Donc, c'est vraiment un module qui est dissocié. C'est pas que je viens modéliser, je viens juste dire à robot que voilà, j'ai une poutre qui a telle dimension, j'ai une charge qui est appliquée sur ma poutre comme ça, et que j'ai besoin de voir si cette poutre-là pourra supporter cette charge. J'ai besoin de sortir son ferraillage et son plan AutoCAD. Vous avez ici d'ailleurs, lorsque vous ouvrez, donc voilà le module pour les éléments en béton armé, vous avez ici plusieurs boutons que vous pouvez choisir. Vous avez ici le cas, donc New Beam pour la nouvelle poutre. On verra tout à l'heure d'ailleurs comment changer la langue pour que ça soit en français. Donc New Beam pour une nouvelle poutre. Là, si j'ai envie de modéliser une nouvelle colonne, je clique là-dessus. Là, si j'ai envie de modéliser une nouvelle fondation, je clique là-dessus. Et puis là, c'est une semelle filante, je peux aussi cliquer là-dessus. Si on essaye de cliquer sur un New Beam, donc nouvelle poutre, donc qu'est-ce que je vais avoir? Donc voilà, je vais avoir des fenêtres qui vont s'ouvrir spéciales pour les poutres, qui vont me permettre de faire entrer donc les caractéristiques en termes de section, en termes de longueur. Donc je peux prendre donc normalement, vous pouvez prendre cette fenêtre-là et puis faire un petit drag et puis la mettre en bas. Comme ça, vous allez avoir les deux fenêtres en bas. Et là, on peut venir faire un zoom pour voir en fait notre élément de structure. C'est une poutre. Je peux venir ajouter évidemment plusieurs travées et que je peux venir changer les dimensions de ma section. Je peux ajouter mon chargement. Je peux faire tout ce que je veux. Et puis après, je peux sortir le résultat du dimensionnement, du ferraillage et une note de calcul avec un plan AutoCAD. Vraiment très, très pratique. Si je regarde le deuxième module, le module d'une colonne, on va pas entrer dans les détails maintenant, je suis en train toujours d'introduire un peu les modules qu'on a à disposition. Donc, si je regarde un peu le deuxième module, voilà, ça c'est une colonne qu'on pourra aussi modifier les caractéristiques et puis on pourra quand même faire un dimensionnement des colonnes par la suite. Si je clique par exemple sur fondation, donc nouvelle fondation, et puis là aussi, je vais avoir des fenêtres caractéristiques. Donc, vous voyez comment il y a tout qui se crée ici, donc colonne, poutre et fondation. Et vous voyez que là, ça c'est une semelle isolée. Je pourrais faire d'autres types de fondations. Je peux choisir une autre géométrie, par exemple une semelle combinée, où je vais avoir deux poteaux qui sont plantés dans une même semelle. Je peux avoir une section ou bien une semelle qui est tronconique. Donc, je peux changer ici le type de ma fondation. Donc, on peut vraiment faire trop de choses. On peut vraiment développer ce qu'on a envie d'avoir. Et vous remarquez bien qu'ici, on n'a pas de modélisation. On a uniquement la précision des dimensions du chargement. Et puis après, on n'a qu'à lancer le calcul pour voir si ça passe ou non selon le code qu'on a envie d'avoir. Et puis, pareil ici, pour le quatrième, je ne vais pas entrer dans les détails dans tout ça.
Et on pourra voir ces choses-là par la suite en détail. Juste garder en tête que ces modules-là, ce sont des modules qui sont dissociés si vous voulez. On peut venir en faire entrer le chargement en faisant nous-mêmes un calcul d'après une descente de charge, par exemple, un calcul simple, ou bien d'après le calcul des charges sur phase d'influence pour une poutre. Mais aussi, n'oubliez pas qu'on peut avoir accès, on peut venir quand même, si je reviens cliquer sur File, New Project, et que si je fais une modélisation dans les 12 modules ici qui sont consacrés principalement à tout ce qui est analyse, et que par exemple j'ai besoin de sortir le dimensionnement d'un poteau, si je suis dans le building design module, j'ai besoin de sortir le dimensionnement d'un poteau de ce bâtiment, je peux l'exporter et le remettre dans ce module-là, de sorte à avoir le résultat qui m'intéresse. D'accord? Donc, il y a un lien entre ces 4 modules et les autres. Mais, n'empêche que je peux venir sans faire aucun modèle, sans faire aucune analyse. Je peux venir directement cliquer sur ce module-là, faire entrer moi-même les propriétés que je connais concernant mon élément, que ce soit la poutre, le poteau, etc. Et puis avec le chargement. Et puis après, il me fait le calcul, il me sort le note de calcul et puis les plans de ferraillage. Et puis voilà. Donc juste pour que vous sachiez en fait l'intérêt de ces modules-là par rapport aux autres. Il y a un lien, mais on peut quand même se comporter d'une manière dissociée avec ces 4 modules. Ce module-là, c'est un module consacré à tout ce qui est construction métallique. On en repassera après. Ce module-là, c'est pour les sections. Donc, on peut même venir définir des sections en aluminium qui sont vraiment des sections très, très compliquées, comme celle-ci, par exemple. Faire ce qu'on veut, et puis on pourra quand même faire un check de cette section en termes d'inertie, en termes de centre de gravité, etc. Et puis, ce dernier module, c'est un module de tout ce qui concerne des structures paramétrées. Par exemple, imaginez que vous êtes des ingénieurs de construction métallique et vous faites que des hangars. Vous pouvez venir dire à un robot que voilà, j'ai plusieurs paramètres de hangar, plusieurs profils de hangar. Vous pouvez les introduire ici dans un tableau et puis vous allez avoir une base de données qui est introduite par défaut. Et que après, si vous avez envie de faire appel à n'importe quelle base de données concernant un hangar particulier, vous pouvez venir ici et puis paramétrer votre hangar. Donc voilà en fait les 4 modules ici qui concernent plutôt le design et puis les 12 modules qui sont en haut qui concernent l'analyse dans une structure. Donc voilà pour les modules et voilà on termine comme ça l'introduction des modules qu'on a à disposition avec Robot. Voilà. Donc voilà, si on commence par ouvrir un nouveau projet. Là, j'ai tout transformé, que ce soit en français. Donc, je vais cliquer sur plus et on va entrer dans le module, donc le module étude d'une coque. Si je reviens un petit peu sur les nominations en français de tous ces modules, donc ce module-là qui était le building design en anglais, maintenant c'est conception d'un bâtiment. En français, l'étude d'un portique spatial, donc frame 3D. Là, c'était shell design et là, c'est étude d'une coque. Là, c'était 3D truss. Là, c'est étude d'un treillis spatial. Et puis ici, c'est étude d'une plaque. Donc, étude d'un portique plan, donc 2D, étude d'un grillage ou bien de poutre croisée, étude d'un treillis plan, donc 2D. Et puis là, modélisation en volumique, étude en contrainte plane. Et puis, ces deux-là, on a dit qu'on ne va pas trop s'attarder là-dessus. Ce sont des choses qu'on verra après. Étude en déformation plane. Et puis là, étude d'une structure axisymétrique. Et là, ce sont les modules où on peut faire le design, le dimensionnement. Donc, conception des armatures, éléments béton armés. Et là, étude des assemblages. Et puis là, étude d'une section. Et puis ici, étude d'une structure paramétrée. Voilà. Nous, maintenant, on va choisir donc étude d'une coque parce que rappelez-vous, c'est le module qui est le père de tous les modules. Il y a tout ce qu'il y a dedans. Donc, on pourra quand même traiter directement tout ce qu'on a envie de faire via ce module-là. Et vu que là, je suis en train toujours donc de vous introduire les choses, je préfère le faire via le module qui est général, qui englobe tous les autres modules. Donc, vous cliquez là-dessus. Et puis voilà, donc le menu, donc une fenêtre s'ouvre. Si on commence un peu, donc là, commence un peu par vous donc décrire un peu le menu qui est là. Donc si on travaille avec le fichier ici, donc le fichier, donc le menu fichier, c'est un menu principalement pour tout ce qui est ouverture d'un projet, enregistrement. Si on veut importer des plans venant d'AutoCAD, on peut le faire. Et puis rappelez-vous que si on fait ça, on n'aura pas des éléments qui vont être importés. C'est uniquement un plan. Et puis, ça va venir en tant que background. Background uniquement, que des lignes. Ça veut dire si vous dessinez votre plan sur AutoCAD,
et que voilà, vous avez dessiné vos poteaux, vos poutres, donc le grillage de poutres, les nervures et tout, les fondations, et que vous prenez votre plan d'AutoCAD sous forme d'un fichier DWG ou bien DXF, et puis vous l'importez ici, il va venir en tant que dessin, ligne, c'est tout. Et puis c'est à nous de faire ici, donc c'est une sorte de base pour nous, c'est à nous de faire ici le travail. Ça veut dire on doit quand même modéliser le tout. Donc, vous prenez vraiment, vraiment des poutres et des colonnes en vrai sens du mot. Mais ça va être beaucoup plus facile parce qu'on aura une sorte de base pour notre modèle qu'on va devoir commencer à le développer. Voilà. Dans le menu édition, donc voilà, c'est la même chose que dans le menu édition d'AutoCAD, c'est la même chose. Ce qu'on peut faire ici, c'est modifier, uniquement modifier. Ça veut dire, on peut modifier les barres, on peut couper, copier, coller, supprimer, sélectionner. On n'a pas le droit, on ne peut pas venir ici et créer des éléments. On ne peut pas le faire. Ça, c'est uniquement pour des éléments qui sont déjà créés et qu'on a envie de modifier certaines choses. On peut donc diviser des barres, intersections, coupures, prolongements. On peut faire vraiment trop de choses dans ce menu-là. Et puis après, ici, vous avez, donc ça c'est le menu affichage. Donc c'est comme son nom l'indique, c'est plutôt tout ce qui est affichage, 3D, projection, zoom. Donc on peut faire tout ce qu'on veut ici en termes d'affichage uniquement. Structure, c'est en fait là qu'on peut venir quand même créer des éléments. On peut venir créer des nœuds, des barres, des panneaux, donc tout ce qu'on a envie. Là, c'est la création de notre modèle. Et puis, on peut même créer des matériaux, les appuis, les nœuds. On peut même faire des câbles ici. Vous voyez, des choses qui sont assez poussées. Et puis, par exemple, ici, vous avez les relâchements, ou bien aussi ce qu'on appelle en anglais releases. Ça veut dire, vous savez bien que nous, lorsqu'on dessine des barres l'une avec l'autre, elles sont bien liées. Ça veut dire que le moment, il est transmis d'une barre à une autre. Alors que si je viens d'un relâchement, je peux venir relâcher le moment. Ça veut dire que je vais avoir des barres qui sont rotulées. C'est le cas, en fait, des structures en treillis. Donc voilà, ici, on peut faire tout ce qu'on veut en termes de structure. On peut créer ici tout ce qu'on a envie de faire. Vous avez toutes ces options ici d'un côté et vous avez aussi les options de dessin qui sont ici, à droite. D'accord? Et puis là, chargement et analyse, donc ce sont les deux menus. Donc ça, c'est en termes de chargement, qu'on indique, qu'on va appliquer sur notre structure. Et au niveau des analyses, on va quand même aller voir les analyses qu'on a envie de faire, le type de maillage, sur quel code on se base, et on va venir voir en fin de compte les résultats. Donc, que ce soit le diagramme, les cartographies, les cartographies pour les panneaux, les barres, les coupes sur panneaux, les réactions, déplacements, flèches, donc tout ce qu'on a envie d'avoir en termes de résultats, c'est dans ce menu-là. Donc, une fois on a dessiné la structure, on est allé faire le chargement, on est allé choisir l'analyse, on est allé voir les résultats, on pourra passer évidemment au dimensionnement. Et là, vous avez plusieurs modules. Vous voyez bien qu'il y a 3 sections. Une section qui est en haut, donc il y a la ligne qui sépare en fait les sections. Vous voyez bien qu'il y a donc la module spéciale pour tout ce qui est dimensionnement en acier. Là, vous avez des options pour tout ce qui est dimensionnement en bois. Et puis là, vous avez les options pour tout ce qui est dimensionnement des bétons, donc du béton armé, des poutres, des dalles, des voiles, etc. Vous voyez, les choses sont bien structurées, ce qui est génial. Et vous voyez que d'ailleurs, la succession, la chronologie des menus, des options en haut, elle est vraiment très, très logique. Vous passez donc, vous précisez l'affichage que vous avez envie d'avoir, la structure, vous la dessinez, vous appliquez le chargement, vous choisissez l'analyse, vous regardez les résultats, et puis après, vous venez dimensionner. D'accord? Voilà. Et puis, dans outils, donc ça, c'est un menu qui est super intéressant. Il y a donc, vous pouvez jouer avec les cotations, le mode d'accrochage du pointeur, les unités, les formats. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que vous avez ici une petite option qui est la base de profilé. Donc, si on clique là-dessus, c'est comme si on va avoir une sorte de librairie de sections. C'est super intéressant. Vous avez toutes sortes de sections. On peut choisir n'importe quelle section. Par exemple, ici, c'est le catalogue donc de OTUA, produits sidérurgiques. On peut choisir n'importe quel catalogue. Ça veut dire, je peux venir ici et puis je vais venir choisir un nouveau catalogue et vous choisissez n'importe quel catalogue. Vous pouvez avoir le catalogue américain, le catalogue chinois, le catalogue européen. Donc, vous choisissez n'importe quelle base de données. Donc, japonais, vous allez avoir toute une série. Donc, non, je vais mettre non.
toute une série de profilés. Vous avez ici les caractéristiques. Par exemple, ici, ça c'est l'air, l'inertie de torsion, l'inertie selon Y, le moment d'inertie selon Z, AY, AZ, les modules élastiques selon Y et selon Z, les modules plastiques selon Y et selon Z, et puis les masses, et puis voilà, il y a toutes les caractéristiques, tout comme les catalogues. Et vous avez ici aussi donc les caractéristiques géométriques que vous trouvez aussi. Il y a plein de choses en bas concernant les dimensions, donc c'est super intéressant. Ça vous donne une base de données, une librairie de sections de database qui est géniale pour n'importe quel type de profilé que vous avez envie d'avoir. Voilà. Donc si on ferme ça et on continue, si on arrive en fait au module complémentaire, ça c'est l'équivalent du add-ins en anglais. Et puis là, c'est plutôt des créations. C'est super intéressant. C'est plutôt des créations de personnes spécifiques qui sont venues créer des modules spéciaux, comme par exemple un module spécial pour le calcul, donc des modules exécutables évidemment, pour le calcul des structures mixtes. Ça veut dire des structures acier-béton, ou bien un module pour le calcul de la précontrainte, des dalles en précontrainte par exemple, ou des poutres en précontrainte. Et puis, vous voyez ici, lorsque je clique sur intégration, vous avez deux options. Autodesk Inventor, Frame Analysis et puis Autodesk Revit Structure. C'est là, en fait, le passage qu'on peut faire entre robot et Revit et entre Revit et robot. C'est un double sens. C'est super intéressant parce que c'est basé sur Autodesk. Vous voyez bien que tout est lié avec les logiciels Autodesk et on peut passer d'un logiciel à un autre via juste un seul clic. Donc, on peut faire un modèle sur Revit et le remettre sur robot. On peut faire un modèle sur robot et le remettre sur Revit, ce qui est vraiment très très intéressant. Et puis voilà, il y a principalement ici, on peut venir ajouter des EXE, donc des exécutables, qui ont déjà été faits par d'autres personnes. Et donc, ce sont des choses en plus qui ont été créées par d'autres personnes et qu'on pourra utiliser pour notre dimensionnement. Ça peut être des choses qui sont vraiment très très avancées. Voilà. Donc, et puis là, le reste sont juste pour gérer les fenêtres. Et puis là, c'est pour principalement une sorte de forum de discussion. Donc, ce sont des choses secondaires. Donc, voilà en fait pour le menu en haut concernant le déroulement des choses. Et puis, dans la prochaine leçon, on passera à l'option d'outils pour choisir exactement ce qu'on a envie d'avoir dans notre logiciel en termes de préférences et de préférences de la tâche. C'est ce qu'on va expliquer dans la prochaine leçon. Donc voilà. Donc voilà, si maintenant on regarde, donc comme déjà convenu, on entre dans outils et puis on commence par regarder un peu les préférences et les préférences de la tâche. Donc évidemment, avant de commencer n'importe quel projet, c'est très important de bien gérer les préférences de notre projet, les attentes, les unités, les codes. Donc c'est très important de bien régler tout ça ici avant de commencer quoi que ce soit dans votre projet. Donc je vais commencer par cliquer sur préférences. Et donc ici, au niveau des paramètres régionaux, si je choisis par exemple donc la France, ce qui était déjà fait, alors automatiquement si je fais ça, ça veut dire que Robot va comprendre que voilà, je veux que le calcul du béton soit suivant l'Eurocode 2, le calcul de tout ce qui est acier soit suivant l'Eurocode 3, le calcul des actions soit suivant l'Eurocode 1 et 0. Donc voilà, il règle tout selon le choix de la région que j'ai choisie. Je dois lui dire dans quelle région je suis en train de faire mon projet. Et de cette manière-là, il va quand même régler tous les calculs selon les codes en se basant sur la région que je choisis. Si je choisis par exemple United States, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir se baser sur le calcul du béton va se baser sur le ACI 318. Donc 318 c'est pour le comité. Vous savez bien qu'il y a plusieurs comités. Le 318 c'est pour le comité des calculs, tout ce qui est poutres, poteaux, voile, etc. Il y a d'autres comités pour tout ce qui est vibration. Et puis il y a vraiment il y a une multitude de comités. Nous on s'intéresse particulièrement au ACI 318. Donc voilà, il va savoir que je veux que si je choisis United States, ça veut dire que je vais devoir utiliser l'ACI 318 pour le béton. Je vais devoir utiliser l'ASCE pour tout ce qui est acier, donc American Society of Engineers, et puis le ASTM pour les matériaux. Donc voilà, c'est lui qui s'adapte automatiquement selon la région que je choisis. Ensuite, la langue de travail. Donc moi, j'ai choisi ici le français parce qu'on est en train de donner un cours en français. Vous pouvez changer la langue, peu importe le paramètre régional que vous avez choisi ici.
Donc, les paramètres, là, les codes vont suivre selon le choix de votre région. Mais par contre, la langue de travail, c'est la langue ici de tous les menus. Vous la choisissez ici. Et puis, en plus, vous avez ici la langue d'édition. Ça veut dire la langue de la note de calcul. Elle peut être une note de calcul en anglais. Il y a des fois où c'est exigé. Donc, il y a une langue qui est exigée donc par le client, par le maître d'ouvrage. Et puis, vous devez quand même choisir une langue de la note de calcul selon les attentes. Et puis pour vous, pour le travail, votre propre travail, vous choisissez la langue de travail que vous avez envie d'avoir. Et évidemment, ne pas oublier qu'il faut se baser toujours, mettre votre paramètre régional selon la région dans laquelle vous vous trouvez. Comme ça, il y aura les codes qui vont s'adapter selon la région dans laquelle vous vous trouvez. Voilà. Si on vient maintenant dans paramètres, donc paramètres généraux, paramètres de la vue, affichage, donc tout ça, vous pouvez aller les voir, c'est pas super important. Moi, ce qui m'importe, c'est principalement ces trois paramètres. Et puis, ce qui est encore plus important, c'est l'autre menu. Donc là, je vais cliquer OK. Et je vais aller choisir dans Outils, préférence de la tâche. Donc ça, c'est aussi les paramètres qui sont très importants. Ce sont les paramètres qui concernent particulièrement le calcul qu'on va devoir, ou bien les paramètres de notre calcul de notre modèle. Donc, si je clique sur unité et format ici, en premier, avant de rentrer dans si je clique sur le petit plus ici, vous allez avoir plusieurs autres petits menus. Si je clique sur unité et format avant de rentrer dans les autres, vous voyez ici deux choix. Soit des unités métriques par défaut, soit des unités américaines. Donc, moi, je vais choisir le système métrique qui a déjà été choisi. Donc, je vais cliquer Yes. Et puis, si maintenant je rentre au niveau des dimensions, vous allez voir que voilà, dimension de la structure, vous avez intérêt à garder le tout en mètres. On peut changer ici l'unité qu'on veut. Et puis là, c'est en fait le chiffre, donc le nombre de chiffres après la virgule des résultats. Donc, par exemple, si je mets ici, j'augmente ici avec la petite flèche ici, je mets 0,54321, ça veut dire que je vais avoir 4 chiffres avec la virgule. C'est comme si je viens vous dire que voilà, j'ai une structure, un élément de structure qui fait 6,54213. Donc, 5 chiffres après la virgule, ce qui est énorme. Donc, ça ne sert à rien, c'est inutile. Je vous conseille de garder les chiffres à la virgule tels quels. 2, c'est quand même raisonnable. Ensuite, vous avez la dimension de la section. Normalement, on donne les dimensions en centimètres, mais on peut les changer aussi. Donc, moi, je vais garder centimètres, c'est plus logique. Centimètres pour la dimension de la section. Et là, je vais garder juste un seul chiffre après la virgule. Les caractéristiques de la section, pareil, en centimètres. Les assemblages acier, tout ce qui est acier, normalement, parce que c'est très petit, on tend à mettre le tout en termes de dimension en millimètres. Et puis voilà, on peut changer ici, évidemment, le long de la virgule. Donc là, je vais mettre 2. Et puis, barre du ferraillage, donc pareil, c'est en millimètres. Si on parle de HA quelque chose, HA20, HA22, HA25, etc., c'est le diamètre de la barre d'acier, donc c'est en millimètres qu'on travaille, ou bien Tor 20, Tor 22, ou bien selon le ACI, c'est numéro quelque chose, donc voilà, c'est toujours en termes de millimètres. Section d'acier du ferraillage, donc c'est en centimètres carrés, c'est une surface. Et puis, largeur des fissures, donc ça c'est en millimètres évidemment, c'est très petit. Voilà. Si on regarde maintenant en termes de force, vous avez toujours, dans n'importe quel système, les forces qui sont dans le système français, les forces qui sont en kilonewton. Vous pouvez changer ici aussi donc les chiffres après la virgule. Les moments, kilonewton mètre, et puis la contrainte, normalement c'est toujours en mégapascal, ce qui est l'équivalent de dire que c'est le méganewton par mètre carré, ou bien aussi le newton par millimètre carré. Donc les deux, c'est l'équivalent de 1 mégapascal. On peut changer ça ici, mais je vous conseille de garder les choses par défaut, vu qu'on a choisi, nous, la région qui est la France, et puis qu'on a choisi qu'on veut des dimensions qui sont métriques. Voilà. Si je viens cliquer sur autre, là, ça concerne particulièrement les résultats, si vous voulez. Si on parle un peu de déplacement linéaire, on peut le mettre en centimètres ou bien en millimètres, mais je vous conseille encore une fois de garder les choses telles quelles, mais vous pouvez changer quand même. Les angles, donc il y a les angles en termes de données, donc ce que moi je fais entrer, j'ai envie de le faire entrer en degrés, et puis les résultats, rappelez-vous que nous, on travaille avec quand c'est radian, ça devient vraiment très petit, et n'oubliez pas, de toute manière, qu'on travaille dans la théorie des petits déplacements. Il y a pas quand même de grands déplacements. Et puis voilà, ça nous intéresse des fois de voir en fait la rotation, particulièrement d'un nœud. Rappelez-vous, on avait parlé des degrés de liberté, θ x, θ y, θ z. Ça nous intéresse de voir des fois, dans le cas des ponts par exemple, l'appui de pont, les rotations de nos nœuds. Et donc là, on peut venir mettre soit en radian, soit en degrés, et puis gérer le nombre de chiffres après la virgule ici. La température, je peux la mettre en degrés ou bien en Fahrenheit.
et puis le poids en kilogrammes, la masse en kilos, et puis la valeur numérique sans unité, donc on peut la garder telle qu'elle, donc voilà. Et puis la règle, ça aussi on peut la garder telle quelle parce que de toute manière, lorsqu'on fait un zoom, il y a tout qui va changer automatiquement. Donc ça sert à rien de venir jouer avec ça, il y a tout qui s'adapte, ça c'est la règle, le ruler qui est là. Donc voilà. Et puis finalement, il y a aussi édition des unités. Donc là, c'est spécial. Ça nous permet en fait d'inventer un nouveau système de mesure. Par exemple, si par exemple j'ai un système de mesure qui est propre à moi, je vais le nommer PS par exemple. Je viens mettre ici PS et je dis que voilà, 1 PS pour moi, c'est l'équivalent de 1,2 mètres par exemple. Je me crée un système de mesure que je peux venir dire à robot que je veux que ça soit l'équivalent de ça si je veux faire un calcul. C'est vraiment très intéressant, mais nous, on ne va pas avoir besoin de ça. Nous, on utilise des unités métriques, le mètre, l'unité de force, le newton, et puis l'unité de masse, le kilo. Et puis là, on pourra à la limite ajouter ou faire ou bien créer des systèmes de mesure que nous, on a besoin d'utiliser, qui sont propres à notre système, que nous, on invente si vous voulez, et qu'on vient apprendre à robot que voilà, l'équivalent de 1 PS. Donc PS, encore une fois, c'est n'importe quoi, je suis en train de donner un exemple que 1 PS pour moi, c'est l'équivalent de 1,2 mètres, ou bien 1,5 newton, ou bien 2 kilos, je sais pas. Donc voilà, c'est un système de mesure qu'on invente, qu'on peut venir mettre au niveau des éditions des unités. Donc voilà.